France Inter. Radio Star Berlin. It's morning edition from NPR News. France Inter, le 18-20, Fabienne Un Synthèse. jour dans le monde, c'est un jour dans un monde sans pétrole ce soir. Bien sûr, je suis un producteur d'énergie fossile parce que c'est l'énergie que vous utilisez tous les jours. Et qu'il y a une erreur de croire qu'on va régler le problème du changement climatique en tout d'un coup affamant nos concitoyens d'énergie. J'entends l'urgence des scientifiques et en même temps il y a la vie réelle. Donc il faut changer nos modes de consommation et en même temps construire le nouveau système. Voilà, c'était Patrick Pouyanné, le patron de Total à l'université d'été du MEDEF, une phrase devenue célèbre, j'allais dire passe d'armes, avec Jean Jouzel à la même réunion. Bonsoir Mathieu Ozano. Bonsoir. Vous êtes le directeur du think tank The Shift Project qui entend travailler pour une économie libérée de ses contraintes carbone. Il est incroyablement cynique, le patron de Total évidemment, mais les chiffres disent que la demande de pétrole est bien là, portée notamment par les pays émergents, mais pas seulement. Les États-Unis, principal producteur, sont aussi principal consommateur. Alors, cynique, d'accord, mais est-ce que haro sur les pétroliers, c'est pas nous cacher un peu derrière notre petit doigt ? On peut dire que ça serait de la part du fumeur blâmer le buraliste de sa responsabilité. Donc, je ne sais pas si M. Pouyanné est cynique. En tout cas, il vend quelque chose qui permet de faire fonctionner l'économie telle qu'elle est faite aujourd'hui. Et on a toute l'humanité, depuis les accords de Paris, signé au bas d'une ordonnance qui consiste à se dire il faut qu'on s'en passe de ce pétrole d'ici une génération. Mmh. Voilà, et M. Pouyanné aussi. Et est-ce qu'on en est capable ? C'est ça la question, parce que si on regarde les chiffres, en gros, si on veut arriver à la neutralité carbone en 2050, comme on est censé l'avoir signé, moins 75% de production de pétrole, enfin c'est énormissime, moins de 55% de celle de gaz, je vous passe même pas sur le charbon, et aucun gisement n'aurait dû être construit depuis 2021. Voilà, c'est là qu'on en est. Donc là aussi, j'allais dire les bons sentiments, et on a raison, et c'est vrai, sur le papier on a raison. La réalité, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Que c'est une transformation historique pour éviter une tragédie qui consisterait à laisser une planète pas vivable pour nos gosses. Et c'est une transformation incroyablement ambitieuse et vitale. Il y a plein de bonnes nouvelles dans cette histoire qui sont un peu comme une rivière souterraine aujourd'hui, je pense, qui sont en train d'émerger en Europe, même en Chine aujourd'hui, aux États-Unis. Il y a des choses qui sont en train peut-être d'advenir. On est vraiment à la croisée des chemins aujourd'hui. L'Europe a pris des engagements historiques, notamment avec la fin des ventes des véhicules thermiques. C'est quelque chose qui est très significatif. Les États-Unis sont effectivement en train de sortir du charbon et la Chine est en train de développer de façon absolument massive, comme ils sont capables de le faire industriellement, le solaire. Et ça pourrait faire advenir une divergence, un changement de chemin, là où effectivement le chemin sur lequel on est, c'est toujours celui d'un réchauffement catastrophique. Les freins, pour l'instant, à cette fin drastique des énergies fossiles et du pétrole en particulier, les freins, vous les voyez où ? Est-ce que c'est le coût élevé de la transition ? Est-ce que c'est la difficulté pour les politiques d'aller vers cette société sans pétrole parce que ça nécessite un certain nombre de sacrifices ? C'est quoi les freins ? Non, il y a 5 ans, je vous aurais répondu, c'est ça les freins. Je pense que il y a une évolution qui est profonde, notamment en Europe, sur le fait qu'il faut prendre au sérieux enfin ces engagements sur lesquels on a procrastiné pendant un quart de siècle. Non, le frein principal, c'est, vous savez, c'est le risque du refus d'obstacle. Effectivement, c'est quelque chose d'extrêmement ambitieux qui va demander des mobilisations des nations, de la cohérence, de l'audace, et vraiment, c'est vraiment les deux, quoi. C'est de la cohérence parce que c'est compliqué. Le problème est d'abord un problème technique, industrielle, d'organisation, et de l'audace, parce que ça va demander de changer un certain nombre d'habitudes. Je pense qu'aujourd'hui, on a une génération qui arrive, on le voit, nous, au Shift Project, à travers à la fois l'évolution de l'état d'esprit dans la population, mais aussi avec beaucoup de hauts fonctionnaires et même de politiques qui sont décidés à pas rester les bras ballants face à un engagement historique qu'on a pris. Donc je pense qu'il y a une mobilisation, on progresse symboliquement. Maintenant, il faut s'y coller. Et s'y coller,
il y a une réflexion qui est pas mal poussée aujourd'hui dans beaucoup de domaines, dans l'industrie, dans les transports. On va venir aux usages. Alors, on va venir aux usages, mais juste un mot quand même là-dessus. Et pour finir là-dessus, Mathieu Ozano, on entend aussi. Vous nous parlez de nous, en fait, et nous, pays occidentaux, et on entend notamment les pays émergents nous dire attendez, vous êtes bien gentils, mais vous êtes en train de freiner notre développement pour votre pollution à vous. Ouais, ça c'est un peu. Est-ce qu'on leur a vraiment répondu ? Est-ce qu'on leur répond avec le fameux fonds qu'on finit par ouvrir là, l'ouverture de la COP ? Alors le fonds là, c'est un fonds d'adaptation, donc d'aide à l'adaptation. Il a le mérite d'exister. Pour l'instant, il est abondé à quelques dizaines de millions de dollars ou d'euros. On sait que les impacts du réchauffement climatique, ça va coûter beaucoup plus d'argent que ça. Bon, ce fonds a le mérite d'exister. Maintenant, sur le débat. Un peu le dilemme du prisonnier, c'est où se renvoyer la balle, c'est pas moi, c'est les émissions du Nord, mais oui, mais le Sud, vous êtes en train... En fait, on est tous dans le même bateau, et deux, les niveaux d'émissions qu'il y a maintenant dans les pays émergents, en Chine, en Inde, c'est tout à fait... on est à peu près égaux, pays du Nord, pays du Sud, selon ce qu'on regarde, tout le monde émet autant, et le problème, c'est que c'est pas tellement les émissions de l'époque de la révolution industrielle qui comptent, c'est que toutes les émissions, maintenant, font dérailler le climat. On aurait pu, si effectivement on avait arrêté le compteur dans les années 60, 70, ça allait. On était encore loin si on avait pris au sérieux suffisamment tôt les engagements climatiques, en particulier les pays du Nord. Mais aujourd'hui, le pays du Sud, pays du Nord, peut-être à part les... Enfin, pas peut-être, mais bon, voilà, il y a une grande part de la population mondiale en Inde, en Afrique subsaharienne, dont la responsabilité est mineure, mais tout le développement, il faut comprendre que tout le développement technique, depuis la révolution industrielle, est de bout en bout tributaire des énergies fossiles, que ça soit à Shanghai ou que ça soit à New York. Donc en fait, c'est tout le monde qui doit changer son organisation. Et faire un effort qui est drastique. Alors sur les usages, en effet, il y a l'énorme part, près de 63%, c'est les transports. Et on voit à peu près à quoi ça peut ressembler, notamment sur les voitures, et les voitures qui ne sont plus thermiques. Sur l'avion, c'est encore un autre problème. Pour l'instant, on ne sait pas faire, à moins de cesser de prendre l'avion. On ne sait pas faire un avion qui serait pauvre en pétrole, en kérosène. Le transport maritime, on ne sait pas non plus pour l'instant. Ouais, le transport maritime. Il y a des réponses à tout. Si vous voulez, il y a des réponses. Techniquement, il y a des réponses à tout ça. Mais ces réponses, justement, n'épuisent pas le sujet. En fait, c'est toujours sortir des énergies fossiles, c'est toujours une composition, une association de réponses qui sont techniques, mais la technique ne fait pas de miracle, et ce sont les ingénieurs qui montrent ça le mieux en général, et la technique doit être poussée au maximum, et ensuite il y a des évolutions dans les modes de consommation. On peut très bien voyager en Europe en prenant le train. Oui. On peut se déplacer au quotidien si on fait les investissements qu'il faut, en transport en commun, en covoiturage, en vélo, tout ça c'est possible. Il y a énormément de réponses, et la France, c'est ça qui est intéressant, et j'espère que ça sera assumé lors de la COP. On a vu le débat là cette semaine avec le ministre Béchu sur les questions à se poser sur la surconsommation. Il se trouve qu'on a aujourd'hui un gouvernement de centre droit qui assume une notion qui est absolument essentielle, qui est une notion de sobriété. Mathieu Ozano, ça c'est nous, et la question climatique, si on n'est pas tout seul dans notre île, quoi. La question climatique, elle concerne le monde entier. Est-ce qu'on peut vraiment transposer nos débats à nous, y compris ailleurs, et y compris dans ce débat Nord-Sud dont vous disiez que il faut effectivement ne pas appuyer dessus trop fortement. Je comprends ça. Et en même temps, on peut pas avoir les mêmes débats. En fait, les problèmes le problème est technique, donc il se pose de la même manière à Luanda ou à Paris. De la même manière. Aujourd'hui, il se passe plein de trucs. Les accords avec en Europe... des choix que nous avons, nous, qu'ils n'ont pas eux, avec des possibilités de faire différemment qu'ils n'ont pas eux. Mais ils sont dans la seringue comme nous. Ils sont dans la seringue comme nous. Regardez, en Afrique, on sait qu'il y a une demande très, très forte émergente en Afrique. La production de pétrole en Afrique décline. C'est un autre problème dont on parle peu. La production de pétrole s'épuise en Afrique. En Chine, on a très bien vu que l'aiguillon principal qui a commencé à les pousser à se dire il faut qu'on se projette au-delà du charbon, c'est que leur ville devenait irrespirable. Et aujourd'hui, ils sont effectivement, les Chinois, en train de développer massivement le solaire, qui va peut-être nous permettre de commencer à diverger d'une direction qui est aujourd'hui encore catastrophique. Mais comme disait Claudel, le pire n'est pas toujours sûr. Et je pense vraiment... d'abord, on n'a pas le choix. On est confronté à une évolution qui est inexorable. Le marché européen, et c'est le plus grand marché du monde, et on a dit il y a des choses qui ont été affirmées en Europe, il ne faut pas se leurrer, qui sont extrêmement importantes et qui ont un impact planétaire.
sur les transports, sur un certain nombre de domaines clés. Les investissements qui ont lieu en Europe et notamment en France sur le bâtiment sont pas du tout négligeables. Et si on se projette dans une évolution qui est inexorable, on est tous dans le même bateau, c'est l'affaire de nos gosses partout dans le monde, alors l'exemple qui peut être fait en Europe peut faire florès. En tout cas, c'est ça que j'espère, moi. Mathieu Ozano, vous, le directeur du think tank de Shift Project, on disait le pétrole dans le transport, c'est 63%, puis il y a toute la pétrochimie à 15%. Est-ce qu'on se dit à un moment... Alors, on parle pas seulement des sacs plastiques, mais on parle aussi des gaines en plastique, par exemple, pour faire des fils électriques, et ça, c'est bon pour un certain nombre de choses qui sont liées à la lutte contre le réchauffement climatique. Il y a du paracétamol aussi. Ouais. Est-ce qu'on se dit pas à un moment... Est-ce qu'il faut pas un moment le donner, ce chiffre-là, et c'est pas être ni cynique ni pessimiste, dire il y a au moment où on se parle un taux incompressible d'énergie fossile, parce que pour l'instant on sait pas faire différemment et il faudra faire avec ce taux incompressible. Alors, qui nous le dit et de combien il est? Nous on le dit au chiffre, on le chiffre, c'est des chiffres qui sont assez clairs. Si on arrive à sortir, je ne sais pas vous donner un chiffre, mais disons que pour pas mal d'usages... Non, mais si, je sais. Non, mais un chiffre mondial, je sais pas vous le dire pour la France, mais il y a 1/10 à peu près de la consommation d'hydrocarbures aujourd'hui, où c'est difficile de se dire... Si on arrive... par exemple, pour faire tourner des générateurs électriques de secours dans les hôpitaux, pour faire un certain nombre d'usages, si déjà on arrivait à se passer de tous les usages dispendieux, inutiles du plastique, et qu'on arrivait à garder les usages de plastique qui permettent de faire de prévenir des maladies nosocomiales dans les hôpitaux, moi je signe tout de suite, dès demain. On a déjà énormément d'usages. Mais est-ce qu'on peut pas dire ça, pardon, je ne vais pas vous demander le chiffre si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, mais si, je vous l'ai dit, le problème c'est que on l'entend pas en fait. Pourquoi est-ce qu'on dit pas aux gens qui nous écoutent, on nous le demande à nous, à titre individuel, donc voilà ce qu'on peut garder, voilà ce qu'on peut enlever, etc. Pourquoi est-ce qu'on est incapable au niveau mondial et même à la COP de dire, vous savez quoi, on va faire un certain nombre d'efforts sur ça parce qu'on peut, ça c'est incompressible, et on n'arrivera pas à le faire peut-être plus tard, et pas pour l'instant. C'est l'instruction d'une thérapie. Voilà. Je pense qu'il y a une école thérapeutique, il y a une école de médecine du climat qui est en train d'émerger en Europe, en France en particulier, le Shift y participe. Je pense on a des choses très fortes à dire. La France a été le pays des Lumières. Il faudrait peut-être changer l'ampoule, mais je pense qu'on a des trucs à dire aujourd'hui. Prenez un LED. On a vraiment des méthodes thérapeutiques tout à fait pertinentes, à mon sens, pour la mobilité, pour l'industrie, pour l'agriculture. La boîte à outils, elle est prête, en fait. Et elle commence à être mise en œuvre et elle commence à être très bien comprise, en France en particulier, par un certain nombre de hauts fonctionnaires et au niveau de la Commission européenne. Donc il faut expliquer que c'est pas mort. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein d'issues heureuses, en plus, dans cette histoire-là, qui permettent d'améliorer la santé des populations. C'est jouable. C'est vraiment jouable. Un dernier mot, Mathieu Ozano, quand le président émirati de la COP, dont on sait aussi qu'il a une deuxième casquette et qui dirige le gaz et le pétrole dans son pays, appelle à mentionner le rôle des combustibles fossiles dans l'accord final. Est-ce que vous dites, c'est une avancée, y compris de sa part? Est-ce que vous dites, mais enfin, mentionner c'est bien, donner une date c'est mieux? Qu'est-ce qu'on dit sur cette espèce d'entrée en matière qui était destinée à rassurer tout le monde? Que c'est une négociation internationale. Au bout du bout, l'humanité telle qu'elle est faite aujourd'hui, elle est tributaire de bout en bout du pétrole. Voilà. Prétendre qu'on va en sortir d'un claquement de doigts, c'est une ineptie. Comme vous l'avez souligné, il y a pas mal d'usages qui vont être incompressibles. Mais si déjà on fait tout le chemin, là où on sait pouvoir vraiment en sortir, sur la mobilité, sur le bâtiment, sur un certain nombre d'usages pétrochimiques complètement déconnants, dont on peut se passer, dont on sait se passer, allons-y, quoi. Et on aura fait un grand pas. Mathieu Ozano, vous êtes directeur du think tank de Shift Project. Merci beaucoup d'être passé chez nous. Merci. Le 18-20, Fabienne Synthèse sur France Inter. La suite ce soir colle parfaitement à cette discussion. Un jour, un reportage à l'ouverture de la COP. Nous sommes en Suisse. Il n'y a pas de pétrole en Suisse, mais petit pays, gros pollueur. Pour aller ensemble jusqu'à 19h sous les radars, Kevin Dufresne. Aux États-Unis, où on a voulu censurer Robert De Niro, spoiler, il ne s'est pas laissé faire. Le Monde à 18h50, c'est vous, Frédéric. C'est bonsoir, Frédéric. Bonsoir, Fabienne. Les flux migratoires, instrument de chantage contre l'Europe. Et la tech, la première, Stéphane Jourdain. Bonsoir, Stéphane. Bonsoir, Fabienne. On parle de faux journalistes, de fausses conférencières et de fausses mannequins, tous générés par de l'IA, et il va falloir s'y habituer. Voilà, et moi-même, je ne me sens pas très bien. À tout de suite, tout le monde. Le tour de la planète continue. Il passe par Toronto. Timber, Sugarland sur France Inter. Don't attempt to fool a fiend. Raise a king, raise the dopamine. For the
Come on, rivers ever flowing, by the spoonful or by the sack. Get the monkey off my back. I'll be jonesing for that crack, a double-double. No, I can't stop eating sugar. No, I can't stop eating sugar. No, I can't stop, so I won't stop. Why should I? No, I can't stop eating sugar. No, I can't stop eating sugar. No, I can't stop, so I won't stop. Why should I? How could I? Something bad for something sweet. Liquid gold, confectionery. What's inside the maple tree? That's the trouble. Take the summer, take the spring. I took the fall, I'll take anything. Make it sacred, every season will be snowing. No, I can't stop eating sugar. No, I can't stop eating sugar. No, I can't stop, so I won't stop. Why should I? No, I can't stop eating sugar. No, I can't stop eating sugar. No, I can't stop, so I won't stop. Why should I? How could I? No, I can't stop eating sugar. No, I can't stop eating sugar. No, I can't stop, so I won't stop. Why should I? No, I can't stop eating sugar. No, I can't stop eating sugar. No, I can't stop, so I won't stop. Why should I? Et je vous emmène en Suisse, l'un des plus petits pays du continent européen, l'un des moins peuplés aussi, et pourtant l'un des plus gros pollueurs. C'est la dernière étape, un jour un reportage avant, à l'arrivée de la COP28, Un jour dans le monde. La Suisse, qui n'a pas de pétrole comme chacun sait, mais beaucoup d'industries lourdes. Quasiment 80% de l'électricité provient des énergies renouvelables grâce aux nombreux barrages hydrauliques. Mais quand on y regarde de plus près, les Suisses sont l'une des empreintes carbone les plus élevées du monde. Et le reste, c'est Jérémy Lange qui raconte. C'est là où il y aura l'extension. Ça fait à peu près 200 mètres de large, 50 à 70 mètres de profondeur, environ 700 mètres de long. Tout le champ qui est là, ça va tomber dans le trou. La colline du Mormont, c'est toute la vie d'Alain Chanson. Alors quand ce biologiste féru d'orchidées sauvages a appris qu'Holcim allait étendre sa carrière sur ce site naturel classé, perché entre le massif du Jura et le Léman, il s'y est naturellement opposé, comme plusieurs organisations de défense de l'environnement, sans se douter que le Mormont allait attirer des dizaines de zadistes venus de Suisse, mais aussi de France et d'Allemagne. On pensait bien qu'il allait se passer quelque chose, mais on n'a jamais imaginé qu'ils allaient occuper pendant 6 mois le Mormont dans les conditions dans lesquelles ils l'ont fait, le froid, la neige. Après, on a eu toutes les télévisions suisses, même étrangères, tous les journaux, Libération. Pour nous, c'était magnifique. La première ZAD de Suisse sera finalement évacuée, Manu Militari, début 2021, et le projet d'Holcim validé en justice. Voilà. On a une belle vue là. La vue dont parle François Giraud, c'est celle de la cimenterie qu'il dirige, justement. S'approcher un peu du four. L'un des sites les plus polluants de Suisse. En toile de fond, 3 silos géants de 60 mètres de haut, remplis de clinker, un mélange de calcaire et d'argile essentiel à la fabrication du ciment. Sa transformation est responsable des 2/3 des émissions de CO2 du secteur béton. Le directeur du site assure tout faire pour réduire cette empreinte carbone.
On intègre avec l'économie circulaire de plus en plus de déchets de la construction qui sont actuellement mis en décharge. On les intègre dans la production de ciment pour réduire le rythme d'extraction et faire durer plus longtemps nos gisements. Le béton, c'est 8% des émissions mondiales de CO2. Et les Suisses en consomment beaucoup, 2 fois plus qu'en France ou aux États-Unis. C'est dû en partie à la topographie accidentée de la Suisse et les besoins en ponts, en tunnels, en barrages hydrauliques aussi. Du béton, il y en a également à l'aéroport de Genève, un autre gros émetteur de CO2. Les Suisses prennent 3 fois plus l'avion que nos amis européens. Jean-Pascal Guillig travaille au WWF, le Fonds mondial pour la nature. On a un hub de low cost justement basé à Genève. Évidemment, on a un fort pouvoir d'achat et donc du coup, effectivement, c'est une tentation assez importante pour prendre l'avion pour le week-end ou pour les vacances. Et il n'y a pas que l'avion, la Suisse a beau être le pays du train, ici c'est la voiture qui est encore reine. On a le parc le plus gourmand d'Europe, mais la construction de ces, notamment SUV, qui consomment beaucoup d'énergie, sont produits à l'étranger. Et donc on a à peu près en Suisse 2/3 de notre empreinte carbone qui est émise à l'étranger. Certains considèrent même qu'il faudrait ajouter le poids de la place financière. Dans ce cas-là, la Suisse serait responsable de 2 à 3% des émissions de gaz à effet de serre, colossal pour un pays qui pèse seulement 0,1% de la population mondiale. Mais la Suisse a une solution, c'est la compensation carbone à l'étranger, financer des projets de décarbonation dans les pays du Sud pour recréditer les bénéfices dans la comptabilité nationale. Une méthode contestable, dit Augustin Franière, directeur adjoint du Centre de compétences en durabilité à l'Université de Lausanne. Si les compensations sont présentées comme un effort supplémentaire, à la rigueur, ça pourrait passer. Mais quand elles sont présentées comme participant à la réduction des émissions territoriales, là, clairement, à mon avis, c'est non seulement contre-productif, mais c'est une manière de gonfler un peu artificiellement les progrès qui sont réalisés. Berne ne compte pas s'arrêter là. Pour atteindre la neutralité carbone en 2050, le gouvernement a trouvé une autre parade, exporter le CO2 produit en Suisse pour le stocker dans les fonds marins à l'étranger. Jérémy Lange pour le reportage en Suisse. Merci beaucoup. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Kevin Dufraîche. アメリカ軍のオスプレイが鹿児島県の屋久島沖で墜落した事故を受け。 Vous l'entendez, nous sommes au Japon avec un crash, Kevin, qui pose problème. Oui, hier, un appareil de l'armée de l'air américaine s'est écrasé en mer au sud-ouest du Japon. 8 membres d'équipage à bord pour une mission d'entraînement de routine, dit l'armée américaine. 7 sont toujours portés disparus. Un membre de cet équipage a été retrouvé, mais il est mort avant d'avoir pu être transporté à l'hôpital. La cause de cet accident est pour l'instant inconnue. Cet appareil, c'est un Osprey, un aéronef américain, moitié avion, moitié hélicoptère. Et malheureusement, c'est loin d'être le premier accident du genre avec cet appareil. L'an dernier, déjà, un Osprey s'était écrasé là aussi lors d'exercices en Norvège. 4 militaires américains étaient morts. Au Japon, sans qu'il y ait eu de morts jusqu'ici, il y a eu plusieurs incidents et ça inquiète les habitants riverains des bases militaires. Le gouvernement japonais a donc demandé aux États-Unis de suspendre tous les vols d'Osprey sur son territoire. Nous sommes à Madagascar où la tension ne retombe pas après l'élection présidentielle. Aucune tentative de déstabilisation ne sera tolérée. Avertissement de ce haut responsable de l'armée malgache hier, alors que 2 officiers de l'armée viennent d'être inculpés, soupçonnés de préparer une mutinerie. Le tout alors que demain le résultat de la présidentielle doit être entériné et officiellement proclamé par la Haute Cour constitutionnelle. Le président sortant, Andry Rajoelina, l'a emporté dès le premier tour avec plus de 56% des voix. Mais ses opposants ont finalement boycotté le scrutin, estimant qu'il n'était pas libre. Eux, dont les manifestations ont été réprimées dans les jours précédant l'élection. L'un de ces candidats a d'ailleurs déposé un recours en justice pour demander l'annulation pure et simple de l'élection. Les perdants doivent accepter la défaite, a également déclaré le chef des forces de sécurité malgache hier. Et nous voici aux États-Unis avec un Robert De Niro très agacé. Et pour cause, nous sommes aux Gotham Awards, les récompenses du cinéma américain indépendant. Robert De Niro fait le discours qui précède la remise du trophée à l'équipe de Killers of the Flower Moon, le dernier film de Martin Scorsese dans lequel il joue. Mais il s'arrête en plein milieu. The beginning of my speech was edited, cut out. I didn't know about it.
Le début de mon discours a été coupé et on ne m'a pas prévenu, dit-il, désignant le prompteur. L'acteur prend donc son téléphone pour lire les morceaux supprimés où il s'en prend en fait à Donald Trump et à ses milliers de mensonges, dit-il, lorsqu'il était président. De Niro dénonçant globalement dans son discours ceux qui, selon lui, veulent réécrire l'histoire des États-Unis. Avant de conclure, to Apple and thank them and all that. Gotham, blah, 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 Apple, but I don't feel like thanking them at all. Je devais remercier Apple, etc., mais je n'ai pas envie de les remercier du tout, vu ce qu'ils ont fait. Apple, qui a produit le film de Scorsese, d'après le magazine américain Variety, c'est bien une personne se présentant comme une employée d'Apple qui a envoyé le discours tronqué au responsable du prompteur. Information démentie par, dit-on, une source proche du film. Voilà, ils ont appris qu'il fallait pas fâcher le De Niro. Merci beaucoup, Kevin Dufresne. Vous partez avec la chanson élue meilleure chanson brésilienne de tous les temps par un ensemble de journalistes, de musiciens, d'artistes brésiliens. Kevin. J'ai pas le titre. Oh là là, les eaux de Mars, Antônio Carlos Jobim. É pouco sozinho, é caco de vidro. É a vida, é o sol, é a noite, é a morte. É o laço, é o anzol, é peroba do campo. É o nó da madeira, cainga, candeia, uma tita pereira. É madeira de vento, tombo da ribanceira. É o mistério profundo, é o queira ou não queira. É o vento ventando, é o fim da ladeira. É a viga, é o vão, festa da comieira. É a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março. É o fim da canseira, é o pé, é o chão. É a marcha estradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira. Uma ave no céu, uma ave no chão. É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão. É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto, desgosto, é um pouco sozinho. É um estrepe, é um prego, é uma ponta, é um ponto. É um pingo pingando, é uma conta, é um conto. É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando. É a luz da manhã, é o tijolo chegando. É a lenha, é o dia, é o fim da picada. É a garrafa de cana, o estilhaço na estrada. É o projeto da casa, é o corpo na cama. É o carro enguiçado, é a lama. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã. É um resto de mato na luz da manhã. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Uma cobra, é um pau, é João, é José. É um espinho na mão, é um corte no pé. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã. É um belo horizonte, é uma febre terçã. São as águas. Antônio Carlos Jobim, Água de Março, inusable. Le Mandat, 18h50, tout pile, Frédéric Seyss. Fabienne Synthèse. Le 18-20. Frédéric, quand les migrants sont utilisés comme levier de chantage contre l'Europe. Je vous emmène d'abord plein nord, à la frontière entre la Finlande et la Russie. Depuis aujourd'hui, il n'existe plus aucun point de passage terrestre entre les deux pays. Le dernier poste frontière a été fermé la nuit dernière. Pourquoi ? Eh bien, à cause de l'afflux de centaines de migrants ces dernières semaines qui cherchent à entrer en Finlande depuis le territoire russe, des demandeurs d'asile venus de Somalie, d'Irak
et du Yémen. Alors comment se retrouve-t-il à ce point de passage situé en zone arctique, à l'extrême nord de la Scandinavie ? Réponse, ils sont instrumentalisés par Moscou, selon le Premier ministre finlandais. Il accuse les Russes de convoyer ces demandeurs d'asile jusqu'à la frontière, une forme de vengeance du Kremlin, estime-t-il, après l'adhésion de la Finlande à l'OTAN au printemps dernier. Helsinki s'était placé sous la protection des États-Unis et des Occidentaux. La Russie avait alors menacé, je cite, de contre-mesures. Et alors, c'est pas la première fois que la détresse des migrants est utilisée comme levier géopolitique. Oui, ce scénario ne vous rappelle rien. Il y a 2 ans tout juste, la Pologne voit affluer des milliers de demandeurs d'asile à sa frontière avec la Biélorussie, pays satellite de Moscou. Ces migrants sont irakiens et syriens. Ils se trouvent donc démunis dans le froid à près de 3000 km de leur pays d'origine. Vérification faite, ils ont été acheminés par la compagnie aérienne biélorusse. Objectif de l'opération, alimenter les peurs, les tensions et surtout mettre à l'épreuve la solidarité européenne avec l'espoir que les 27 se divisent. Nous étions alors quelques mois avant le début de l'invasion russe de l'Ukraine. Alors cette méthode, Frédéric, celle de l'instrumentalisation de la question migratoire, semble faire des émules. Au Niger, la loi contre les passeurs vient d'être abrogée, une loi qui punissait le trafic d'êtres humains jusqu'à 30 ans de prison, législation sévère adoptée il y a 8 ans sous la pression de l'Union européenne. L'Europe soucieuse de juguler cette route migratoire, le Niger carrefour pour les exilés d'Afrique de l'Ouest qui espèrent ensuite remonter vers la Libye, la Tunisie, puis l'Italie. Sauf que depuis, le pouvoir a changé de main au Niger. La junte qui gouverne désormais ne cache pas son hostilité à l'Europe et en particulier à la France, d'où cette décision d'abroger la loi contre les passeurs, décision très symbolique. En creux, elle signifie hors de question de faire la police pour les Européens. La junte, soumise à des sanctions internationales, trouve donc ici une mesure de rétorsion. Et donc une sorte de chantage qui fragilise les Européens. Absolument, utilisation cynique de la misère et du désespoir des migrants. Cela dit, la méthode n'est pas inédite. Le président turc Erdogan a régulièrement menacé Bruxelles de laisser passer les Syriens hébergés sur son sol. C'est ce qu'on appelle un coup de pression. Et si ce procédé est de plus en plus utilisé, c'est parce qu'il fonctionne. De fait, il paralyse l'Europe, tiraillée entre les gouvernements de gauche en recul et les gouvernements ultra-conservateurs en essor. L'Europe partagée aussi entre ses valeurs, l'accueil, le droit d'asile et le raidissement des opinions publiques. Bref, face à ce piège des routes migratoires, il n'y a que des impasses. Frédéric Seyss, merci beaucoup. Le jeudi, c'est la Tech la première. Et Stéphane Jourdain. France Inter, le 18-20. Avec des histoires, Stéphane, de faux avatars générés par de l'intelligence artificielle, encore elle, faux journalistes, fausses conférencières, faux mannequins, les faux profils se multiplient. Et oui, Fabienne, on revient sur 3 histoires marquantes de cette semaine, 3 histoires qui n'ont rien à voir. L'une se passe aux États-Unis, l'autre en Lettonie, la dernière en Espagne. Point commun, les faux avatars. Alors, on commence avec les fausses expertes de cette conférence tech bien installée. Je vous emmène à Riga, en Lettonie, dans les bâtiments futuristes de la Bibliothèque nationale où devait se tenir la semaine prochaine la conférence DevTernity, une conférence professionnelle qui rassemble des développeurs de logiciels du monde entier. 1300 personnes l'année dernière, avec un ticket d'entrée à $870 par participant. Mais cette année, elle n'aura pas lieu, car un des invités a découvert le poteau rose. Anna Boiko, salariée chez Coinbase, Julia Kersina, développeuse chez Uber, Christine Howard d'Amazon, toutes ces femmes qui devaient intervenir pendant la conférence n'existent pas. Wow. Leur présence était bien annoncée sur le site, mais leur bio était inventée et leurs photos de profil générées par une IA. Le scandale a éclaté et les experts bien réels de Microsoft ou d'Amazon se sont décommandés. Du coup, l'organisateur a tout annulé. Pourquoi a-t-il inventé toute cette histoire ? Mélissa Perry, experte de la tech, grande habituée de ce genre de conférences. Je pense que le problème de ce type, c'est que son réseau est 100% masculin. Et il a eu la flemme de chercher à contacter une experte qui soit une femme, alors qu'il y en a des tonnes. Au secours. Histoire numéro 2 à New York. Au siège d'une institution de la presse américaine, 3 millions d'abonnés, des reportages lus dans le monde entier et une multitude de récompenses dans la vitrine. Nous sommes à Sports Illustrated. Sans le dire, le magazine sportif a mis en ligne des articles générés par de l'IA. Et comment dire, ça se voyait un peu. Exemple avec un article sur du volleyball qui disait « Ce n'est pas forcément facile de se mettre au volley, surtout si on n'a pas de ballon ». Cela dit, c'est vrai. C'est très factuel. Oui,
totalement. Forcément, ça attire un peu l'attention. L'article est signé par un certain Drew Ortiz et sa bio précisait que Drew a passé une grande partie de sa vie en plein air. Mais la photo de profil de Drew, on la retrouve aussi sur une plateforme de vente d'images générées par de l'IA avec cette légende. Homme jeune, blanc, neutre, avec des cheveux bruns, courts et yeux bleus. Super. Drew Ortiz n'existe pas, et ça a beaucoup énervé les vrais journalistes sportifs. Ces enfoirés déclarent la guerre aux journalistes sportifs avec leur putain de contenu généré par des IA, avec une putain de photo générée par une IA pour faire réaliste et une putain de bio de mecs qui aiment faire du sport. La vache, c'est sauvage, leur truc, c'est incroyable, c'est le futur en fait. Ils vont nous chourer le boulot. Alors l'IA parlerait pas du tout comme ça. C'est là qu'on voit que c'est un être humain vrai. Une dernière chose, Stéphane, la dernière histoire nous emmène en Espagne, à Barcelone même. Je vous présente Aitana Lopez, c'est une influenceuse espagnole de 25 ans aux cheveux roses et aux formes parfaitement galbées par des heures de fitness. Son profil Instagram a été lancé cet été et depuis, ça cartonne. 150 000 followers en quelques semaines. Aitana Lopez, vous le sentez venir, Fabienne, n'existe pas non plus. Elle est générée par une IA. C'est une agence de mannequins qui l'a lancée. Alors là, il faut s'attarder 2 secondes sur les vraies raisons du lancement de ce fake. Attention, c'est gratiné. Allez-y. Très sérieusement, le boss de l'agence a osé expliquer qu'il rencontrait trop de problèmes avec ses vrais mannequins, à cause, je cite, de leur ego, de leur petite manie et de leur envie de gagner beaucoup d'argent. Idée lumineuse, lançons une IA à la place. La fausse mannequin génère de l'argent via une plateforme où des fans payent pour discuter avec elle. Résultat, l'agence gagne 10 000 euros par mois avec Aitana depuis septembre et sans prise de tête. Alors ça, Stéphane, quand même, ça répond à une vraie tendance parce qu'il y a de plus en plus de gens qui payent pour parler avec un avatar. Oui, c'est un business en plein essor et ce business, c'est la spécialité d'une entreprise qu'on a contactée, Bunter AI, installée à New York, propose le profil d'une centaine d'avatars. Vous pouvez même avoir des discussions coquines avec. 100 000 utilisateurs se sont pris au jeu. Alors ça vous choque, Fabienne ? Pas du tout. Il va falloir vous habituer. Pour le fondateur de cette boîte, Adam Young, discuter avec une IA va devenir tout à fait normal. Il y a déjà eu des millions d'échanges avec ces avatars et ça marche très bien. Ça va être une expérience comme regarder un film, mais ce sera un peu plus intime, un peu comme jouer à un jeu vidéo. Et donc ça ne dérangera personne de discuter avec une IA. Bientôt, la machine pourra même sentir quelle est votre humeur. Ces dispositifs vont pouvoir examiner l'expression de votre visage, écouter votre voix et en déduire votre humeur. Donc ça va être comme dans la vraie vie. En fait, on va aider les gens à résoudre leurs problèmes de solitude. On va même les aider à développer leur sociabilité, à interagir avec les gens et donc à avoir une petite amie. Alors je ne vous cache pas qu'à ce moment de la discussion, j'ai cru qu'on était juste en train de rigoler pendant cette interview, mais pas du tout. Le projet va beaucoup plus loin. On veut cartographier le fonctionnement d'un cerveau, comment les gens réfléchissent, pour construire quelque chose de beaucoup plus grand. Si vous êtes une personne âgée, on va pouvoir préserver votre esprit, votre façon de penser, et même votre capacité à faire des choses après votre mort. L'idée, c'est même de savoir ce que Steve Jobs aurait fait s'il était encore là. Donc là, je flippe. L'idée, c'est de faire revenir Steve Jobs. Et pourquoi pas ? Ce serait marrant de parler avec lui, de savoir ce qu'il en pense, et même de lui permettre de créer de nouveaux produits. Pas besoin de métavers, Fabienne, les avatars sont déjà partout autour de nous. Mais ce serait pas marrant du tout. Stéphane Jourdain, merci beaucoup. Vous reviendrez quand même jeudi prochain. Revenez en chair et en os, vous devrez nous le prouver que vous êtes le vrai. Dans un instant, c'est le journal de 19h présenté par Frédéric Barrère. Ce soir, juste après, il y a le téléphone sonne. Bonsoir Philippe Lefébure. Oui, c'est moi. Rédacteur en chef. Prouvez-le. Rédacteur en chef du 18-20. Ce soir, les plus de 55 ans ont-ils encore leur place dans l'entreprise ? Question cruciale relancée par la proposition récente de Bruno Le Maire, réduire la durée d'indemnisation des chômeurs seniors. C'est cette idée qui a enflammé les débats. Casser la vaisselle, a dit le ministre ce matin sur France Inter. La France sacrifie ses plus de 55 ans en silence. Elle les écarte du marché du travail. Moi, ce que je veux, c'est que nous mettions fin à toutes les hypocrisies du modèle social français. Alors on fait quoi ? Mail d'Andrea, qui n'est pas disponible à 7h, mais nous écoutera en différé. J'ai été licencié à 57 ans pour motif économique. Licencié, écrit Andrea, parce que je faisais partie des seniors. Pôle emploi m'a laissé moisir. Aucune offre de formation, aucune aide de recherche d'emploi. Quelques offres pas adaptées ni à mon cursus, ni à mes compétences. Plus de 600 CV, rien à faire. Maintenant, je suis à la retraite, amer et blessé. Eh ben, écoutez, vous êtes la première et j'imagine qu'il y en aura d'autres comme vous au 01 45 24 7000, même numéro sur WhatsApp. N'hésitez pas. Il est 19h sur France Inter.